Bonjour à tous, Alpharm. Bienvenue donc sur le site alpharm.com pour la formation Hyper-V 2016. Donc nous allons continuer notre cours avec une petite introduction à la virtualisation. Alors cette présentation ne sera pas vraiment de manière technique parce qu'en fait il ne s'agit pas si vous voulez de faire des doublons au niveau des cours. Là si vous allez en fait sur Alpharm sur différentes formations, vous avez plusieurs vidéos qui présentent la virtualisation de manière technique. Si vous voulez, qui rentre dans le détail. Moi, je vais vous faire une présentation en fait un peu à but pédagogique, c'est-à-dire que ça va être une présentation orientée en fait DSI et pas vraiment techniquement parlant. Ce que nous allons voir aujourd'hui, donc le plan sera le suivant. Donc nous allons voir une petite introduction, donc introduction de la virtualisation dans le monde d'aujourd'hui, son origine, comment c'est venu avec une petite slide. Afin de comprendre, vous allez voir que la virtualisation, c'est un concept qui n'est pas très récent, hein, donc c'est quelque chose qui existe depuis des années et des années. On va voir justement les avantages et les inconvénients de la virtualisation, les types d'hyperviseurs qu'on peut retrouver chez les différents constructeurs, que ce soit Microsoft, Citrix, VMware, les différentes briques de virtualisation. Donc là, on va voir en fait les différentes, si vous voulez, les différentes implémentations de la virtualisation au sein des systèmes d'information de nos jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la virtualisation, vous allez le voir, que le monde évolue, donc forcément les technologies évoluent aussi, et donc on aura différentes briques que je vous expliquerai. Et puis après, parce que comme c'est le but, je vous ferai une petite slide sur le Microsoft et la virtualisation et les logiciels qui proposent de virtualisation sur le marché. Voilà, donc c'est parti. Donc comme vous le savez, la virtualisation, c'est une technologie qui est pas récente, ça ne date pas d'hier, c'est une technologie qui est omniprésente sur le marché, dans le sens où, si vous voulez, pratiquement tous les SI aujourd'hui ont au moins, on va dire, des hyperviseurs pour virtualiser leur machine, virtualiser leur poste de travail, virtualiser leur serveur. Et aujourd'hui, justement, après, on est en train de, si vous voulez, de tomber aussi dans ce qu'on appelle tout ce qui est gestion des data centers de manière logicielle, donc la virtualisation des réseaux avec le SDN, donc le Software Defined Network, ou alors la virtualisation du stockage. Il faut savoir que c'est un concept quand même compliqué à comprendre, dans le sens où, oui, la virtualisation c'est simple, on installe un serveur, on installe une VM, c'est simple. Le souci, c'est que dans un environnement de production, avec plusieurs milliers de VM, plusieurs connexions, plusieurs types de réseaux, ça devient plus compliqué à mettre une architecture en place. Et surtout, il faut d'abord faire le design des serveurs en fait, qui vont supporter la virtualisation. Et c'est là en fait où justement c'est compliqué. C'est une technologie qui avance très vite. Justement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui avance énormément vite dans le temps. C'est-à-dire qu'à un instant T, vous avez une version A et 2 ou 3 ans plus tard, vous avez une version B. Et cette version B a beaucoup plus de fonctionnalités par rapport à la fonction A. Donc si vous ratez le train, si vous voulez, ça va être un peu compliqué de suivre l'avancée des technologies en termes de virtualisation. Et donc justement, comme je vous le disais, la nouvelle forme des domaines de virtualisation, vous en avez plusieurs, donc on va le voir tout à l'heure, en termes de tout ce qui est stockage, réseau et applicatif. Donc comme je vous le disais, c'est un concept qui n'est pas récent, donc il date quand même des années 60, comme on peut le voir, donc qui a été initié par IBM. En fait, c'était à l'époque, bon là je vais passer vite, mais c'était à l'époque où justement ils avaient des grosses infrastructures mainframe, et c'était le but en fait, c'était pour les optimiser afin d'éviter la sous-consommation de ces serveurs-là. C'est-à-dire que ils voulaient absolument optimiser donc la consommation des serveurs, d'où en fait la naissance de créer, si vous voulez, des environnements isolés, ce qui correspond en fait à la virtualisation, ce qui permet en fait justement d'optimiser la consommation des serveurs. Après, récemment, bien sûr, on a eu la naissance de VMware en fait dans les années 98 à peu près. Donc je passe un peu l'histoire, donc je vais un peu vite, mais l'essentiel est là. Et puis en 99, vous avez la première version de VMware Workstation 1.0, qui était une réelle avancée à l'époque. Sincèrement, moi j'ai pas connu ça, mais effectivement, cette année-là, cette sortie de ce logiciel-là a fait de gros avancées en termes de virtualisation. Alors, donc Microsoft, eux, sont très récents dans le marché, donc ça fait pas très longtemps.
ils rentrent en fait sur le marché de la virtualisation, on va dire, là je parle vraiment d'hyperviseur, hein, je parle pas des versions virtual PC, virtual server, je parle pas là je parle vraiment d'hyperviseur de type 1, donc que je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Ils ont fait leur entrée en fait en 2008 avec Hyper-V, puis ensuite il y a une grosse amélioration avec la version R2 de 2008. Et puis il y a un gap énorme entre la version donc 2008 R2 et 2012 R2 forcément, là où justement on a pu en prendre en compte la mise en place de PRA, le plan de reprise d'activité avec Hyper-V Replica, la prise en compte de meilleures fonctionnalités en termes de clustering, etc. Et forcément maintenant, vous le savez, hein, c'est le but de cette formation, donc sur Hyper-V 2016 qui va sortir bientôt, donc on n'a pas encore la date, mais justement là vous allez avoir des nouveautés qui sont encore plus pointues et ce qui permettent en fait d'avoir un vrai écosystème de virtualisation avec Hyper-V. Alors donc avantage de la virtualisation en fait, il faut le voir si vous voulez comme une équation. On va dire que avant, c'est-à-dire bon, je parle avant, même dans les années par exemple 80 ou même 90, quand si vous voulez la virtualisation n'était pas démocratisée au niveau des systèmes d'information, vous aviez un serveur égale une application. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une petite structure et vous avez un contrôleur de domaine, donc Active Directory, un serveur DHCP, un serveur de fichiers, un serveur d'impression pour faire vos impressions, etc. Et un serveur applicatif, par exemple, là où vous hébergez vos applications qui sont attaquées via un TSE, par exemple, pour les utilisateurs. Il faut savoir qu'avant, chaque service, chaque application avait son propre serveur. Le problème, c'est que si par exemple vous avez un serveur DHCP, enfin le service DHCP qui tourne sur un serveur, c'est-à-dire que le serveur fait tourner que le service DHCP et rien d'autre. Donc forcément, là il y a un problème de dimensionnement. C'est-à-dire que là, il y a énormément de ressources qui ne sont pas exploitées et donc finalement qui sont perdues parce qu'ils ne sont pas consommés. Donc du coup, forcément, en termes de consommation électrique et tout, c'est vraiment pas viable. Avec la virtualisation, en fait, l'équation un serveur égale une application, elle devient obsolète. Elle devient obsolète dans le sens où vous allez pouvoir en fait virtualiser ici, vous allez pouvoir avoir un serveur de virtualisation et virtualiser plusieurs systèmes directement dedans. Et en fait, en gros, la virtualisation, de manière simple, c'est le principe de faire cohabiter plusieurs systèmes d'exploitation au sein d'un même serveur. C'est-à-dire que tous ces systèmes-là, bien sûr, seront isolés dans une machine virtuelle et vous allez pouvoir les faire cohabiter dans un seul serveur physique. C'est-à-dire que dans ce serveur-là, je vais créer plusieurs VM, donc un contrôleur de domaine, un serveur DHCP, un serveur de fichiers, un serveur d'impression, un serveur applicatif. Et là, en fait, on va passer de l'équation un serveur égale une application, nous allons passer à l'équation un serveur égale plusieurs applications. Et c'est-à-dire que directement, vous allez pouvoir consolider vos serveurs et profiter pleinement de leur puissance. Voilà en gros de manière très simple ce que c'est la virtualisation aujourd'hui en termes d'hyperviseur, c'est-à-dire en termes de virtualisation de machines de manière traditionnelle. Alors les avantages, forcément, il y a le premier avantage qui me vient à l'esprit en fait, c'est le gain d'énergie. Donc là il y a je crois que c'est le PDG de HP qui mentionne cette phrase qui est vachement parlante. Il disait que si le cloud public était un pays, sa consommation électrique le mettrait au 5e rang mondial. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte justement la mesure en fait qu'il faut prendre en compte forcément quand vous allez avoir des projets de virtualisation, c'est que vous allez avoir un gain d'énergie au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'au bout d'1 ou 2 ans, c'est vrai que les serveurs que vous allez acheter vont être beaucoup plus lourds, c'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup plus de RAM, beaucoup plus de capacité, mais vous allez consolider les serveurs, c'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir 10, par exemple, vous n'allez avoir que 2. Vous allez avoir 2 gros serveurs à la place de 2 petits serveurs, donc 10 petits serveurs. Donc forcément, la consommation électrique se réduira au fur et à mesure du temps. Vous allez également, ça c'est très très important, c'est la réduction du TCO. Donc là c'est une petite c'est une petite image que j'ai prise sur le site de VMware. Et donc là on le voit par exemple, ici vous le voyez par exemple, quand vous n'êtes pas
sans virtualisation, par exemple, en fait, vous voyez, hein, donc là, vous avez 62 serveurs physiques. Avec les virtualisations, vous avez besoin que de 6 serveurs. Donc là, ça vous permet vraiment de réduire les coûts matériels également au sein de votre infrastructure. Pareil, en termes de recovery time, avec des serveurs physiques, c'est beaucoup plus compliqué de faire une restauration, etc. Aujourd'hui, avec la virtualisation, regardez le temps, en fait, hein, donc là, on passe de 12 heures en moyenne, là, à 1 heure. Donc là, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et surtout, c'est un gros avantage, comme je vous le disais, en termes de réduction. Et là, le gros avantage, tout à l'heure, je vous le disais, si je reviens à ma slide ici, c'est la consommation. C'est-à-dire que là, on va consolider tous ces serveurs-là au sein d'un même serveur pour pouvoir finalement optimiser la consommation. Et là, on le voit. C'est-à-dire qu'un serveur physique, voilà, comme je vous le disais, si vous aviez un seul service par serveur physique, bah, grosso modo, en moyenne, hein, average, CPU utilisation, bah, vous avez en fait en moyenne de 5 à 10%, par exemple. Alors que si vous allez consolider tous vos serveurs au sein d'un même serveur avec plusieurs VM, bah, vous allez pouvoir pleinement profiter de la puissance de votre serveur et vous allez pouvoir monter jusqu'à 80%. Voilà, à peu près. Donc, un schéma de manière globale, en fait, hein, donc, la virtualisation apporte une infra optimisée en termes de productivité. Donc, forcément, la productivité va s'augmenter. J'entends par là, c'est que en termes de virtualisation, vous allez pouvoir facilement gérer, déployer des VM de manière très rapide avec le système de template, etc. Donc, là, c'est vraiment en un clic. Les IT, donc forcément, s'il y a un crash, ils vont pouvoir faire un restore en moins de 2 minutes. En moins instantané. Hein, donc vous avez des systèmes de backup qui permettent de faire ça. Par exemple, je pense à Vim Backup ou à Altaro, par exemple. Vous allez pouvoir donc consolider vos serveurs. Comme je vous le disais, donc au lieu d'en avoir 10, par exemple, vous allez en prendre que 2. 2 gros serveurs vaut mieux que 10 petits serveurs. Comme on dit, vaut mieux 5 lions que 500 moutons. Voilà, c'est la petite bug du jour. Pas très drôle, mais voilà. En gros, vous m'avez compris. Vous allez avoir une plateforme flexible, c'est-à-dire que justement vous allez pouvoir donc migrer, vous allez pouvoir la changer de manière beaucoup plus flexible comparée à une infrastructure traditionnelle, c'est-à-dire une infrastructure physique. En termes de consommation, forcément, donc vous allez gagner en termes d'énergie, donc dans le temps. Donc réduction aussi du RTO, c'est-à-dire qu'en termes de PRA, forcément vous allez réduire ce temps qui est très important. Donc vous allez pouvoir faire déclencher votre PRA de manière saine. Et surtout, ça va donc forcément réduire la perte de données. Donc vous imaginez un PRA avec une infrastructure physique, c'est quand même beaucoup plus compliqué à mettre en place, et surtout c'est beaucoup plus contraignant. Forcément, vous allez pouvoir avoir une administration centralisée. Bon là, Hyper-V, je pense à System Center Virtual Machine Manager, SCVMM, ce qui va vous permettre de gérer, votre infrastructure de manière centralisée. En gros, vous allez pouvoir faire cohabiter donc plusieurs hyperviseurs, et donc ces hyperviseurs-là, vous avez plusieurs VM, donc vous allez pouvoir donc gérer votre infrastructure de manière totalement centralisée. Je pense également, j'aime bien faire des références, je pense également au vCenter de VMware par exemple. C'est à peu près la même chose, hein. Vous allez pouvoir donc avoir plusieurs USXi au sein de votre vCenter, et puis là vous allez pouvoir donc gérer votre infrastructure de manière totalement centralisée. Forcément, donc la facilité d'administration, parce que forcément, centralisé, vous avez tout sur la même interface, vous avez la gestion des rapports, vous avez la gestion des consommations des CPU, tout ce qui s'ensuit qui vous permet de justement, je reviens ici, de gagner en productivité. C'est-à-dire que vos IT vont être beaucoup plus productifs quand justement ils vont manier cette infrastructure virtuelle comparée à une infrastructure physique. Et forcément, comme je vous disais tout à l'heure, la réduction du TCO, donc là, justement, la réduction des coûts matériels que vous allez pouvoir faire au fur et à mesure. Donc les inconvénients, forcément, hein. Donc le plus important, pour moi, qui me vient à l'esprit, c'est la notion de coût. C'est vrai que la virtualisation, il faut le voir comme un investissement. C'est-à-dire que pendant les 3, 4, 5 premières années, forcément, si vous avez une grosse infrastructure de virtualisation, au début, vous allez beaucoup investir. Et forcément, il faudra attendre le retour sur investissement qui viendra au bout de 3, 4, 5 ans. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il faut le voir vraiment comme un investissement.
Et forcément, sur le long terme, vous allez atteindre un seuil de rentabilité qui va vous permettre forcément d'amortir vos coûts que vous avez mis. Vous avez également, en termes d'inconvénients de la virtualisation, des réductions de performance sur des cas mais vraiment très particuliers, sur des grosses bases de données par exemple. Donc là, c'est des cas qu'on a pu rencontrer par exemple chez des clients. Quand je dis l'inconvénient, c'est la virtualisation en elle-même, c'est dans le sens où, si vous voulez, c'est une technologie comme qui est complexe, dans le sens où, comme je vous le disais tout à l'heure, dans une grosse infrastructure, c'est quelque chose quand même de très complexe, et il faut quand même une expertise justement pour pouvoir faire le design, et mettre en place et surtout opérer tout ça, donc faire le run, le support, etc. Donc c'est vrai que forcément elle nécessite des formations comme celle-ci, donc je vous invite à rester sur cette formation pour bien monter en compétence sur la partie donc Hyper-V 2016 qui va sortir bientôt, ou alors par exemple sur la partie VMware. Donc par exemple vous avez une nouvelle formation qui est en train de sortir sur la dernière version donc, de SXI vSphere 6. Donc là c'est pareil. Forcément, donc c'est des briques. Vous avez beaucoup de briques dans la virtualisation. Elle agrège beaucoup de domaines, c'est-à-dire que la virtualisation, elle agrège les systèmes, le réseau, le stockage, parce que le stockage est très important, etc. Donc forcément, c'est une technologie qui est complexe, donc il faut des formations. Il faut donc former vos équipes pour qu'ils puissent en fait gérer votre infrastructure de manière virtualisée. Forcément là c'est pareil, hein. Donc là c'est un investissement, c'est-à-dire que le mec que vous allez former, il va monter en compétences. Une fois qu'il montera en compétences, il pourra donc faire des documentations, il pourra documenter ce qu'il fait, et il pourra également faire un transfert de compétences au sein de ses collègues, etc. Alors la complexité de changement, là c'est pareil, hein. Donc en dernier point, c'est de comment passer d'une infrastructure donc totalement physique à une infrastructure virtualisée. Là c'est pareil, c'est-à-dire que oui, quand vous avez 3 serveurs, c'est facile, vous migrez ou vous faites un update et puis hop, vous mettez des VM, vous transférez les données, vous les mettez dans les VM et puis c'est bon. Le problème c'est que ça, dans les grosses boîtes, c'est quand même quelque chose qui est très compliqué, hein. Donc forcément il faut mesurer les impacts qu'il y a derrière, il faut mesurer surtout tout ce qui s'ensuit en termes de périmètre, de ce que vous allez toucher, etc. Donc là, forcément, c'est des choses qui demandent beaucoup de réflexion. C'est pour ça que je vous le dis quand même que la virtualisation, c'est quelque chose quand même de très compliqué, à mon sens, bien sûr. Alors, donc les types d'hyperviseurs, donc là, je veux vraiment me concentrer sur 2 types d'hyperviseurs. Vous avez le type d'hyperviseur 1 et le type d'hyperviseur 2. Alors, le type 1. Le type 1, en fait, c'est le plus fréquent en production. C'est-à-dire que vous avez la couche matérielle qui est ici, et vous avez directement en fait l'hyperviseur qui est basé en fait, ce qu'on appelle bare metal, qui est basé directement sur le hardware. C'est-à-dire que la machine n'a pas, si vous voulez, de couche pour atteindre le matériel. C'est-à-dire la machine virtuelle que vous allez virtualiser, donc ici par exemple machine virtuelle 3, va directement en fait faire une abstraction du matériel pour être virtualisé directement. C'est-à-dire qu'il n'a pas de couche entre l'hyperviseur et le hardware, ce qui permet d'avoir en fait une infrastructure beaucoup plus puissante et performante pour pouvoir faire tourner des environnements de virtualisation. Donc en termes de hyperviseur de type 1, forcément je vais vous citer Hyper-V, je vais vous citer VMware ESXi par exemple. Là ce sont vraiment des hyperviseurs de type 1. Donc là un exemple. Je vais vous montrer. Donc là, je vais me connecter sur un serveur. Donc là, j'ai mon serveur Hyper-V que vous pouvez voir ici. Donc là, il se connecte. En attendant qu'il se connecte, comme je vous le disais, hein, donc là, la machine a directement accès au matériel. Donc ce qui permet en fait d'avoir un accès direct, donc forcément beaucoup plus d'optimisation et surtout donc plus de performance. Hop. Donc là vous voyez, je suis en Technical Preview 4 pour les intimes. Hop. Voilà, donc ici j'ai mon hyperviseur donc de type 1, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là l'affichage n'est pas optimisé, mais bon vous le verrez tout à l'heure. Donc là j'ai mon hyperviseur ici, et donc là ça va se charger. Et là j'ai mes VM dessus. Donc ça c'est un hyperviseur de type 1, donc Hyper-V. En l'occurrence ici Hyper-V avec la nouvelle interface qui a été un peu remodelée d'Hyper-V 2016.
Et vous avez l'hyperviseur de type 2. Donc l'hyperviseur de type 2, en fait, c'est on va dire c'est un logiciel en fait qui va s'installer sur le système d'exploitation. C'est-à-dire que là, vous avez une couche. Forcément, c'est un détail qu'il ne faut pas négliger. C'est que là, vous avez une couche entre le hardware et l'hyperviseur. Et là, en fait, c'est cette couche, c'est le système d'exploitation. Par exemple, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 7, Debian, Ubuntu, etc. C'est-à-dire que, en fait, comment ça fonctionne, c'est que vous allez avoir, par exemple, un Windows 10 tout propre, tout neuf, tout beau, vous êtes content, vous avez fait la mise à jour. Au passage, vous êtes très content de Windows 10, petite blague. Et en fait, vous allez installer un hyperviseur, une couche logicielle de type 2. Par exemple, vous allez pouvoir installer de VirtualBox, par exemple. C'est un logiciel donc open source gratuit. Vous allez pouvoir donc virtualiser des machines virtuelles dedans. Par contre, ce type d'hyperviseur n'est pas recommandé déjà en production et surtout n'est pas utilisé en production. C'est des choses qui sont utilisables pour faire, par exemple, des environnements de développement, pour faire du lab, etc. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très, très, très avantageux pour justement faire des formations, etc. Et là, vous allez le voir, en fait, je vais vous montrer, hop, ici, sans me concentrer sur ma VM, hop, que je vais faire ça. Voilà, là, sur ma VM, en fait, sur mon système d'exploitation Windows 10, j'ai installé VMware Workstation, comme je vous le disais tout à l'heure, et en fait, là, je bénéficie donc d'un petit système de virtualisation qui va me permettre, voilà, de créer des machines virtuelles comme bon me semble. Par contre, comme je vous le disais, ce type d'hyperviseur, donc type 2, est vraiment à utiliser dans le cadre de lab, si par exemple vous avez envie de tester un système d'exploitation, là si j'ai envie de tester un Linux, voilà, je crée une VM, je monte l'ISO Linux, je l'installe et je le teste. Ce qui permet en fait d'avoir mon environnement Windows 10 de manière classique et de pouvoir en fait faire tourner plusieurs machines virtuelles dedans de manière totalement isolée sans toucher à mon système d'exploitation. Voilà, vraiment c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que ce type d'hyperviseur, c'est vraiment pour faire du lab, pour faire des tests, pour faire des environnements des environnements de lab, etc. Et en aucun cas en production. Donc comme je vous le disais, les différentes briques de virtualisation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir dans un système d'information, vous avez plusieurs types. C'est-à-dire on va pouvoir virtualiser plusieurs entités, donc la partie système, donc tout ce qui est machine virtuelle, donc Windows Server, Ubuntu, etc., etc. La partie stockage, donc là vous allez pouvoir donc notamment avoir ce qu'on appelle des infrastructures convergées ou hyper convergées, c'est-à-dire que à partir de plusieurs entités physiques, vous allez pouvoir créer une unité logique, et dans cette unité logique-là, vous allez pouvoir créer des LAN, et ces LAN-là, forcément, vous allez les attacher à vos serveurs de virtualisation, soit via ISSI, soit via une autre technologie, ce qui va vous permettre forcément d'avoir un stockage centralisé de manière logicielle, donc forcément virtualisé. Je pense notamment au storage space direct. Par exemple, c'est une fonctionnalité qui existe sous Windows Server 2016, qu'on verra dans la prochaine formation. C'est-à-dire que dans la prochaine formation, en gros, je vais vous aider à faire une infrastructure hyper convergée. Vous avez également la partie vSAN chez VMware. Donc c'est la même chose. Les storage space direct et vSAN, ils font exactement la même chose. Forcément, par contre, c'est deux technologies complètement différentes. Vous avez la partie application, donc forcément la virtualisation d'applications avec AppV, donc chez Microsoft. De manière classique, vous avez forcément, quand je dis virtualisation d'application, je pense forcément à Citrix et à la partie Xenapp. Donc oui, maintenant vous avez Xen Desktop qui englobe justement la partie application et bureau virtuel. Mais avant, à l'époque, justement, j'ai connu cette formation chez Alform de la part de Hamid, la virtualisation d'applications sous Xenapp 6.5, je crois. Donc c'était vraiment un outil qui permettait de virtualiser des applications de manière très rapide et surtout très cohérente en termes d'accès, etc. Et vous avez également la virtualisation de réseau, la gestion du réseau, ce qu'on appelle le SDN, Software Defined Network, qui va vous permettre forcément de gérer en fait votre infrastructure comme si c'était un cloud privé. Donc vous allez pouvoir créer des clouds privés avec des multi-tenants, etc. au sein de votre système d'information.
à peu près en 2015 hein, en fait. Donc là c'est pareil, c'est un document que j'ai vu sur le Gartner, je crois. Les parts de la virtualisation système d'information en 2015 à peu près. C'est vrai que là, le gros, c'est la virtualisation de serveur, forcément, hein, parce que c'est vraiment le pilier. Vous avez quand même plus de 40%. Vous avez donc le poste de travail, donc quand même, hein, qui vient en deuxième position avec plus de 25%, donc ce qu'on appelle le VDI, le Virtual Desktop Infrastructure. Et vous avez les technologies émergentes, la virtualisation de réseau et de stockage, parce que c'est vrai que bon, la virtualisation de réseau, c'est encore pas très connu, c'est encore pas bien démocratisé. Je pense par exemple à NSX chez VMware, ou alors vous allez prendre ici chez Microsoft avec System Center Virtual Machine Manager, vous allez pouvoir également gérer et virtualiser vos réseaux de manière complètement indépendante. Et bien sûr la partie application hein, qui est quand même à 20%, donc forcément quelque chose qui existe quand même depuis de nombreuses années. Voilà en gros à peu près comment se situent ces différentes briques là que je vous ai présentées ici. Voilà comment ils se situent en fait en termes de part de virtualisation au sein des systèmes d'information en 2015. Bien sûr après peut-être qu'il y a des chiffres qui ont changé entre temps, etc. Mais voilà à peu près comment ça se situe la situation. Alors donc Microsoft et la virtualisation, en fait forcément hein, ils en ont eu plusieurs produits. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne me suis pas trop concentré dessus, j'étais vraiment sur la partie Hyper-V. Mais si on prend en fait la partie serveur, Microsoft, ils ont sorti une version donc Virtual Server, qui était complètement, marchait pas très bien, c'était un peu une galère. Donc vous avez la partie Hyper-V aussi. En termes de poste client, donc poste de travail, vous avez Virtual PC. En fait, Virtual PC, c'est équivaut à VMware Workstation, c'est pareil, hein, c'était un petit soft qui permettait de faire virtualiser des logiciels, qui permettait de faire virtualiser des machines virtuelles. Et vous avez également pour le VDI une composante qui est beaucoup plus complexe, c'est Microsoft Enterprise Desktop Virtualization, MATV, qui permet justement de faire de la virtualisation de poste de travail, et la virtualisation d'applications avec AppV. Donc voilà, à peu près Microsoft, malgré que ça soit pas vraiment leur métier de base, c'est quand même une technologie émergente chez eux, donc forcément ils ont énormément de retard sur la partie par exemple VMware, mais ils ont quand même dépassé ces tricks, donc on voit quand même, sur la partie serveur je parle, donc on voit quand même qu'il y a un grand travail, et forcément c'est une technologie émergente chez Microsoft, donc ils sont quand même placés deuxième au niveau Gartner derrière VMware, donc forcément ça veut tout dire. Voilà donc les amis, ce qu'on a couvert aujourd'hui, de manière simple et pédagogique, la virtualisation, l'origine de la virtualisation, comme je vous le disais tout à l'heure, les avantages et l'inconvénient, les quelques inconvénients qu'on peut avoir, notamment en termes de connaissances et compétences, et surtout en termes de coûts et d'investissement, les types d'hyperviseurs qu'on a vus, les types de virtualisation également, hein, les types de virtualisation en termes de part au niveau des SI, donc tout ce qui est SDN, SDS, la virtualisation de système et virtualisation d'application, et la partie Microsoft et la virtualisation, donc ce qu'ils proposent sur le marché, etc. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain cours. Merci.